demander maintenant à Catherine et à Agnès Noisé de venir nous parler de la cryoconservation de fragments de cortex ovarien avant hystérectomie. Bonjour, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à parler de ce sujet. Donc vous allez avoir, disons, l'opinion des gens de la reproduction sur est-ce qu'il faut faire ou pas une conservation de cortex ovarien quand les patientes vont avoir une hystérectomie. Donc on va faire un duo avec Agnès Noisé. Moi j'ai choisi de plaider pour le pour et elle va plaider pour le contre. Enfin je pense. Donc alors, en introduction, ça vous le savez beaucoup mieux que moi ou aussi bien que moi, depuis 30 ans, il y a eu beaucoup de changements dans le domaine de la reproduction et notamment grâce à l'assistance médicale à la procréation. Donc l'assistance médicale à la procréation a donné un espoir important aux patients infertiles pour les aider, en les aidant à avoir un enfant à eux. Lors de ces techniques d'assistance médicale à la procréation, on a vu aussi évoluer les concepts de paternité et de maternité avec le don de sperme et le don d'ovocytes. Alors depuis environ une quinzaine d'années, on propose aux patientes qui doivent avoir des traitements stérilisants d'essayer de leur préserver la fertilité. Et parmi les techniques de préservation de fertilité, donc on vous parlera aujourd'hui de la cryoconservation de cortex ovarien. Alors, la cryoconservation de cortex ovarien est utilisée préférentiellement quand le traitement est totalement stérilisant, quand il y a une urgence du traitement pour la pathologie, c'est-à-dire quand on n'a pas le temps, en clair, de faire une stimulation de l'ovulation pour essayer de conserver soit des ovocytes matures, soit des embryons. On l'utilise aussi quand la pathologie ne permet pas non plus de faire une stimulation de l'ovulation, comme par exemple le cancer du sein, et puis quand les patientes sont jeunes, et notamment prépubères, où là la stimulation de l'ovulation, à ma connaissance, n'a jamais été tentée chez une petite fille prépubère. Donc dans ces situations-là, finalement, il y a une réelle indication de cryoconservation de cortex ovarien. Alors en ce qui concerne donc les traitements, et là, à mon sens, mais ça on peut toujours en parler, il y a des indications incontestables et incontestées de préservation de cortex ovarien. C'est-à-dire que finalement, dans ces trois situations-là, c'est-à-dire les traitements à base d'agents alkylés en forte dose, les radiothérapies corporelles totales ou d'une façon générale les radiothérapies qui touchent les ovaires, comme Philippe vous en a parlé, et puis les ovariectomies donc bilatérales, dans ces trois cas-là, la patiente, après ce traitement-là, n'aura plus de fonction ovarienne. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à faire des conservations de cortex ovarien, parce que finalement on s'est dit qu'on n'avait rien à perdre et tout à gagner. Parce que je vous rappelle que les premières conservations de cortex ovarien se sont faites dans le milieu des années 90, et la première naissance après greffe de cortex ovarien est survenue en 2004. Donc vous voyez, pendant tout le début de l'activité, finalement on a proposé aux patientes une technique et on ne savait même pas si à un moment ça allait marcher ou pas. Alors, comme Philippe Maurice vous l'a dit, il y a certaines pathologies où, dans le cadre du traitement, il est nécessaire de faire une ovariectomie bilatérale. Donc là, on se trouve vraiment dans une des indications de la conservation de cortex ovarien. Alors, malgré une indication qui est incontestable, parce que quand on n'a plus d'ovaires, on n'est plus fertile, mais malgré tout, se pose ce problème, c'est pas un problème, c'est un problème, oui, de l'hystérectomie associée. Alors, sans utérus, bien évidemment, il est impossible de restaurer la fertilité d'une patiente sans lui parler de la gestation pour autrui. Donc, dans cette situation, faut-il, doit-on, peut-on proposer une conservation d'ovaires? Parce qu'en fait, ce qui sous-tend toute cette problématique, c'est que, comme vous l'avez deviné, moi je suis pour faire la conservation de cortex ovarien pour les patientes qui vont avoir une hystérectomie associée, mais comme la finalité, c'est-à-dire la grossesse est interdite en France, la gestation pour autrui, finalement, égoïstement, je me suis dit, je fais ça pour aider les patientes, mais est-ce que finalement un jour je vais pas me retrouver en prison? Donc, Anna, qui va parler tout à l'heure, m'a un peu rassurée, mais moyennement. Donc, c'est vraiment la question. Donc, alors, malgré les risques, j'ai fait le choix de proposer à ces patientes une conservation de cortex ovarien. Alors, quand on propose une cryoconservation de cortex ovarien à une patiente qui va avoir une hystérectomie, il y a plusieurs problématiques qui se posent. Alors, d'une part, donc,
les informations données aux patientes. Alors on explique bien évidemment, mais ça c'est un peu commun à toutes les patientes, la technique. Donc comment on va procéder, les techniques de conservation, de congélation, ce qu'est un cortex ovarien parce que les patientes ne le savent pas. Enfin bon, il y a tout un. Ces consultations sont particulièrement longues. Il y a toute une phase d'explication de la physiologie ovarienne et pourquoi et comment on propose cette technique-là. Ensuite, on est bien obligé de leur dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, sans utérus, restaurer une fertilité, c'est quand même difficile. Donc on est bien obligé de leur dire qu'en France, pour le moment, la gestation pour autrui est interdite. Donc en général, elles le savent d'ailleurs. Et en plus de ça, ce que m'a appris Anna Grabinski, que vous allez entendre tout à l'heure, c'est qu'en plus de ça, il y a un problème de reconnaissance de l'enfant si les parents... Enfin, le couple a recours à une gestation pour autrui dans un pays étranger. Vous le savez comme moi, que en France, la femme qui est considérée comme la mère, c'est la femme qui accouche. Donc, si la femme qui accouche n'est pas la mère biologique n'est pas reconnue comme la mère de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment un réel problème. Mais tout de même, si on veut proposer une conservation de cortex ovarien, il faut aussi, pour justement, éventuellement permettre à ces patientes d'accéder à la gestation pour autrui, que cette congélation puisse leur permettre d'obtenir des ovocytes. Donc, et ça pour donc leur permettre d'accéder à la gestation pour autrui et non pas avoir recours à la maternité de substitution, qui là, je pense, n'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc, les techniques d'utilisation donc de cortex ovarien, congelé, décongelé, la première et la plus efficace, c'est l'autogreffe de cortex ovarien. Alors ça c'est toujours le tableau. Alors pour ceux qui ont déjà entendu un topo, enfin pas exactement le même, mais je fais toujours cette blague, c'est-à-dire qu'on voit rien, mais c'est pas grave. Mais globalement, c'est quand même pas le même tableau parce que je sais pas si vous remarquez, mais la police est de plus en plus petite. Et un jour, j'arriverai plus à tenir toutes ces publications sur une même diapo. Donc là, cette diapositive-là regroupe tous les articles qui rapportent des greffes de cortex ovarien dans l'espèce humaine. Donc vous voyez, ça tient encore un peu sur un tableau. Alors là, je vous ai regroupé par contre les publications dans lesquelles on avait vraiment la preuve qu'on était capable d'obtenir des ovocytes. Donc toujours dans l'idée de permettre à ces patientes d'accéder à la gestation pour autrui. Donc, vous voyez, la première obtention d'embryon, donc s'il y a un embryon, forcément, avant, il y avait un ovocyte, c'était une publication d'Octet en 2004. Puis ensuite, d'autres équipes ont obtenu des métaphases 2, donc des ovocytes matures. Et puis, donc, au total, il existe 9 publications, 10 patientes ont été greffées, qui rapportent 7 grossesses et 5 enfants nés. Donc, on est capable, après greffe de cortex ovarien, d'obtenir donc des ovocytes et des embryons. Alors, et notamment, là, c'est le même tableau que tout à l'heure, hein, mais avec un peu de couleur. Et notamment, je vous ai mis en rose donc les publications qui rapportent des greffes hétérotopiques, ce qui pourrait être le type de greffe utilisé chez une patiente pour laquelle on a conservé donc du cortex ovarien et qui n'a plus d'utérus. C'est vrai qu'il serait peut-être pas forcément nécessaire d'aller replacer le cortex ovarien au niveau donc de l'ovaire, donc de faire une greffe orthotopique pour lui permettre d'avoir une grossesse naturelle, puisque de toute façon, elle n'a plus d'utérus. Donc, moi, je ne suis que biologiste de la reproduction, mais il me semble intuitivement que les greffes hétérotopiques, notamment sous la peau, pourraient être un mode, disons, d'utilisation facile de cortex ovarien qui permettrait d'obtenir des ovocytes. Donc, vous voyez qu'après greffe hétérotopique, il a été obtenu donc un embryon en 2004 et puis une grossesse biochimique donc en 2006. Ce sont des résultats effectivement qui sont pour le moment quand même, somme toute, un peu minces, mais qui sont quand même significatifs, enfin au moins à mon sens. Alors comme Philippe Maurice vous l'a dit tout à l'heure, effectivement si on retire les ovaires, c'est que on pense que dans certaines pathologies, il peut y avoir des localisations secondaires de la maladie au niveau des ovaires. Donc le risque des greffes de cortex ovarien pourrait être de réintroduire la pathologie. Donc il faut essayer d'utiliser ce cortex ovarien d'une autre façon pour pouvoir toujours obtenir des ovocytes. Hein. C'est un petit peu notre obsession. Alors c'est notre obsession bien évidemment pour les patientes sans utérus, mais c'est notre obsession, comme vous le savez, quotidienne pour toutes les patientes. Alors voilà alors j'ai pas fait une revue exhaustive de la littérature, mais simplement donc je vous ai mis les résultats préliminaires sur la croissance de follicules ovariens in vitro, et puis une étude récente qu'a présentée donc Evelyne Telfer à l'Eschre de cette année. Alors,
il y a, disons, trois grands types de cultures pour essayer d'obtenir des ovocytes matures. Il y a tout d'abord des cultures donc d'explants que j'ai mis ici en rouge, donc finalement des cultures de petits fragments de cortex ovarien. Puis en bleu, ce que j'ai visualisé en bleu, c'est la culture de follicules isolés, donc où on isole le follicule du reste du parenchyme ovarien. Et puis en vert, donc la culture de complexes cumulo-ovocytaires que l'on connaît bien, puisque c'est ce qu'on fait quand on fait une maturation ovocytaire in vitro. Donc vous voyez globalement, sans détailler ce tableau, vous voyez que pour obtenir donc un passage du follicule primordial vers un follicule secondaire, les techniques les plus souvent utilisées et qui marchent, c'est la culture d'explant. Ensuite, pour passer d'un follicule secondaire à un follicule à antrome, c'est plutôt la culture de follicules isolés qui marche. Et puis ensuite, une fois qu'on a un follicule à antrome, on peut récupérer le complexe cumulo-ovocytaire et le mettre en culture pour obtenir des ovocytes matures. Donc ça, c'est ce qui est faisable. Vous voyez que finalement, les auteurs obtiennent quand même de façon parcellaire, certes, mais quand même de façon intéressante, des passages de stade particuliers d'un follicule vers le stade suivant. Et puis, Evelyn Telfer, vous voyez, a enchaîné, disons, deux techniques. Tout d'abord, la technique d'explant, et puis la technique donc de culture de follicules isolés. Et en 10 jours, donc à partir de follicules primordiaux, elle arrive à obtenir donc des follicules à antrome. Donc c'est un résultat qui est intéressant et tout à fait encourageant. Donc on se dit, si on arrive à mettre bout à bout les différentes techniques de culture, on pourrait éventuellement, parce que c'est vraiment le but, à partir de follicules primordiaux, obtenir donc des follicules préovulatoires et des ovocytes matures. Donc la culture de cortex ovarien, enfin plus globalement la culture de la croissance de follicules ovariens in vitro, peut faire espérer un jour donc pouvoir obtenir à partir des petits fragments d'ovaires qu'on congèle donc des ovocytes matures donc utilisables. Donc toujours dans l'optique, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc de pouvoir obtenir des ovocytes pour permettre à la patiente d'accéder à la gestation pour autrui. Donc en résumé, donc la conservation donc de cortex ovarien pour les patientes qui doivent en plus donc bénéficier d'une hystérectomie a-t-elle un sens? Alors au niveau du prélèvement d'ovaires, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, la patiente, on lui retire ses ovaires. Donc, au moment de la congélation, ça n'augmente pas la pénibilité de la prise en charge, ce qui n'est pas toujours le cas pour d'autres pathologies. Où dans certaines pathologies, on est obligé d'opérer spécifiquement les patientes pour leur retirer les ovaires. Là, de toute façon, la patiente est opérée et on lui retire les ovaires. Donc, il n'y a pas de pénibilité supplémentaire. Donc, finalement, à ce niveau-là, la prise de décision pour la patiente, et vous verrez tout à l'heure, et pour nous, finalement, puisqu'on ne fait pas courir plus de risques à la patiente, est relativement simple. Entre la poubelle et le conteneur d'azote, c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Après, une fois qu'on a congelé, est-ce qu'on est capable d'obtenir des ovocytes? Alors, on a vu qu'en autogreffe, on est capable d'en obtenir. Pour la croissance de follicules ovariens, c'est un petit peu un pari sur l'avenir, mais je pense un pari intéressant et qui, j'espère, pourra payer un jour. Donc, quand on prend la décision, finalement, de permettre aux patientes qui vont avoir une hystérectomie de bénéficier de la conservation de cortex ovarien, il faut bien évidemment donc informer de façon le plus complète possible donc les patientes sur toutes ces problématiques-là. Se dire que certaines patientes, c'était ce qu'on se disait au départ, pouvaient partir de façon définitive à l'étranger et aller habiter dans un pays où la gestation pour autrui était autorisée, donc pour pas leur fermer des portes. Et puis, on disait, enfin moi je disais au départ, avant même que la réflexion sur la grossesse, la gestation pour autrui soit entamée, que finalement, peut-être qu'un jour la législation française changera. Et puis on vient de voir qu'il y a aussi la possibilité peut-être de greffer des utérus. Donc, pour toutes ces raisons, l'équipe a jugé intéressant de pouvoir proposer quand même à ces patientes, même si elles vont avoir une hystérectomie, de faire une conservation de cortex ovarien. Et dans mon expérience personnelle, toutes les patientes que j'ai vues en consultation étaient d'accord pour faire une conservation de cortex ovarien. Et pour finir, on peut peut-être même se poser la question, et je vais ensuite passer la parole à Agnès, qui est là. On peut peut-être se dire aussi que ne pas proposer une conservation de cortex ovarien à ces patientes-là, est-ce que finalement ça pourrait pas être considéré comme une perte de chance pour elles pour l'avenir? Voilà, je passe la parole à Agnès.
Voilà, donc je suis Agnès Noiset, je travaille dans un centre d'AMP à Marseille et je remercie les organisateurs, en particulier Catherine, de m'avoir confié la tâche d'apporter la contradiction un petit peu, enfin en tout cas de poursuivre la réflexion, parce qu'il s'agit d'une réflexion en cours au sujet de la cryoconservation dans le cadre des jeunes femmes qui doivent avoir une hystérectomie. Ah non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Alors, l'intérêt de la cryoconservation, on vous l'a bien expliqué, et je félicite Catherine Poirot d'avoir vraiment développé cette attitude. Je ne reviendrai pas là-dessus quand il n'y a pas hystérectomie. Et le grand intérêt dans tous les autres cadres, c'est que ça n'engage que la patiente. Il s'agit donc d'une autoconservation et l'utilisation sera possible ultérieurement en fonction de la pathologie de la patiente et pour moi, et sur sa décision personnelle, l'inconvénient étant, bon, l'incertitude des résultats, ça on le sait, mais c'est une énorme différence par rapport à la conservation d'embryons qui cette fois-ci engage un couple, et parfois ces femmes sont très jeunes, elles ne sont pas vraiment dans un couple qui a une grande longévité, si elles sont déjà en couple, le désir d'enfant ne s'est pas encore tellement fait ressentir, et donc ce couple va entamer précipitamment un protocole de FIV avec congélation d'embryons. C'est quand même assez dérangeant, d'autant que peut-être quelques années plus tard, quand cette jeune femme sera guérie, le couple n'existera plus, et il faudra, cela posera donc des problèmes. Par contre, bien sûr, l'avantage de l'embryon, c'est qu'on connaît la technique, on maîtrise la technique et on connaît les chances de réussite, mais ça fait introduire d'autres difficultés. Restent les contraintes de temps dont on vous a parlé. Il y a des situations où il n'y a pas le temps d'organiser une fécondation in vitro pour pouvoir congeler des embryons, mais on est obligé, ou des ovocytes, mais on est obligé d'organiser ça rapidement, comme vous l'a expliqué Catherine, et le prélèvement ovarien avec la cryoconservation est plus rapide. Alors revenons au sujet qui nous préoccupe maintenant, c'est quand il y a cryoconservation avec hystérectomie, si on accepte cette situation, c'est qu'on accepte le principe d'une future gestation pour autrui, pour lequel, vous l'avez compris, je ne suis pas favorable. Pour un certain nombre de questions, en tout cas pour lesquelles je pense qu'il faut se poser ces questions et tenter d'y répondre. Alors une question de sémantique, on va parler de maternité éclatée. Une question de prise de risque pour autrui de la part de ces femmes qui vont porter la grossesse et une question de position vis-à-vis de l'anticipation sur l'évolution scientifique. Alors une question de sémantique, maintenant la maternité est éclatée. On parlait avant de mère porteuse, c'est plus à l'ordre du jour, on a introduit le mot gestation pour autrui et on va vers une dissociation de l'apport de gamètes, de la fécondation, de la gestation. On voit que à partir d'ovocytes de donneuses ou de la femme du couple demandeur, de spermatozoïdes d'un donneur de sperme ou de l'homme du couple demandeur, après fécondation in vitro, on peut avoir plusieurs situations. La mère porteuse, dont on parlait avant, maintenant on parle de gestatrice pour autrui. La mère donneuse porteuse, dont on parlait avant, et maintenant il s'agit de maternité de substitution. Et là, on retrouve le mot maternité, comme si maternité nécessitait que ce soit la mère biologique. Donc ces femmes qui sont les anciennes mères porteuses donneuses ou mères de substitution sont des femmes qui peuvent être soit inséminées par spermatozoïdes de l'homme du couple demandeur, soit parfois après fécondation in vitro avec ses propres ovocytes s'il y a des problèmes de qualité de sperme. On voit que ce glissement sémantique n'est pas tout à fait innocent. Dans la gestation pour autrui, c'est la seule retenue dans le projet du Sénat que nous expliquera de manière plus détaillée Madame la sénatrice tout à l'heure. Il y a une connotation altruiste, bien sûr, mais on semble mettre une certaine priorité, une certaine hiérarchie dans la fertilité, comme si le devoir de réparation était plus important si le biologique est présent. C'est un peu un retour en arrière parce que voilà tout d'un coup le génétique reconvoqué après qu'on l'ait occulté pour développer toutes les procédures d'AMP avec don. Vous vous souvenez ces expressions qu'on entendait à propos du don de sperme. Le père, c'est pas celui qui possède les spermatozoïdes. Le père, c'est celui qui aime. Donc tout d'un coup,
le génétique reprendre de la valeur, c'est un petit peu difficile d'être cohérent avec notre manière de penser. La maternité, donc, il y a plusieurs femmes qui rentrent dans la maternité. La femme qui va apporter ses gamètes, la femme qui va porter l'enfant, la femme qui va ensuite s'occuper du bébé. Maternité éclatée, ou peut-être de manière plus bienveillante, on pourrait parler de maternité partagée. L'autre question aussi capitale, puisqu'il y a deux absents souvent dans toutes ces discussions de gestation pour autrui, c'est la porteuse et puis souvent c'est le futur enfant. La question du risque pour autrui, il y a quand même un certain nombre de risques lorsque on développe une grossesse, même s'ils sont extrêmement minimes. Il y a les risques habituels de toute grossesse, dysgravidie, diabète gestationnel, les problèmes liés à l'insertion placentaire. Et puis il ne faut pas oublier que ces grossesses sont souvent gémellaires. Il y a la pathologie liée à l'accouchement, toutes les dystocies avec manœuvre instrumentale qui causent souvent ou parfois des dégâts périnéaux, sphinctériens, les pathologies liées aux hémorragies de la délivrance avec les hystérectomies d'hémostase, et dans toutes les maternités, même les meilleures, il y a des hystérectomies ou une hystérectomie d'hémostase de manière rare, mais au moins une fois par an. Je vous cite des chiffres imprécis. Et dans ces pathologies, le fait d'avoir eu un enfant unique, une grossesse unique auparavant, parce que c'est la condition pour développer cette idée des gestatrices pour autrui, n'est pas une garantie suffisante à l'absence d'accident ultérieur. D'autre part, il y a le retentissement physiologique de toute grossesse chez une femme, surtout si elle est gémellaire, qui occasionne une altération du corps, qui est bien entendu tout à fait naturelle quand c'est une femme qui a des enfants pour elle, pour son couple, qui sont tout à fait, qui doivent être acceptés, comme le vieillissement doit l'être dans une certaine logique naturelle. Les risques psychologiques, ils ne sont pas négligeables non plus. Il s'agit d'un abandon obligé, ou on peut dire plutôt, parce que ce mot d'abandon est un peu fort, il s'agit d'un attachement empêché. La mère porteuse doit s'empêcher de s'attacher à cet enfant qu'elle porte. Ce qui est préjudiciable et difficile pour elle, certainement, difficile aussi pour ce bébé qui est porté par cette femme et qui ne va pas profiter peut-être des liens les plus privilégiés du monde entre un bébé et la mère qui le porte. Il y a beaucoup de textes écrits sur ces relations entre cette femme et ce bébé qu'elle porte, sur le son de la voix de la mère qui est reconnue ensuite par l'enfant, et toute une série de liens qu'on ne peut pas négliger. Le risque social, cette femme, elle fait partie d'une famille, souvent, elle fait partie d'un environnement familial et social, et cette grossesse va poser quand même des problèmes de compréhension vis-à-vis des enfants qu'elle a déjà, de compréhension de son entourage, et ça n'est pas non plus sans difficulté. Ensuite, il y a la rémunération de ce risque. On va transgresser des principes d'éthique qui sont la non-patrimonialité du corps d'autrui, le non-respect du corps d'autrui. Bon, certes, on va invoquer le fait que cette femme, elle est grande, elle est adulte, on lui aura évoqué les risques, elle peut prendre sa décision et dire, revendiquer le principe d'autonomie. Mais finalement, si on a du mal à contrôler la rémunération, il s'avérera, et c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, qu'il s'agit de femmes qui ont besoin d'argent, et à ce moment-là, l'autonomie est toute relative. Il y a aussi on peut évoquer aussi le fait que ce risque peut avoir un vrai sens. Par exemple, s'il s'agit de la sœur ou de la meilleure amie. Dans le cas de la mère aussi, ça pourrait avoir un sens, mais à ce moment-là, la confusion des générations amène aussi des difficultés. Mais effectivement, le geste d'une sœur ou d'une meilleure amie est tout à fait digne d'admiration. Mais là aussi, c'est difficile, comme pour la situation des greffes de reins ou autres, où il y a parfois une personne désignée dans une famille qui devra se sacrifier et faire cet effort-là au nom de toute la famille, ce qui est souvent difficile dans ces contextes. Alors le dernier élément dont j'aurais voulu parler, c'est la question d'anticipation sur l'évolution ultérieure, l'évolution scientifique. Catherine en l'a abordé.
Cette position me paraît un peu dangereuse. On sait bien qu'on entend parler de l'utérus artificiel, on a entendu parler de la greffe possible d'utérus. Tous ces projets sont assez lointains. Il est dangereux d'avoir un excès de position dans cette anticipation, car on pourrait aussi avoir une prudence exagérée dans beaucoup d'autres cas de figure. Par exemple, considérer que dès qu'on est en couple, il faut fabriquer des embryons qu'on va conserver au cas où, dès qu'on est pubère, conserver des spermatozoïdes au cas où, etc., etc. Cette position d'anticipation sur le progrès scientifique me paraît arriver à des conséquences déraisonnables. Voilà. En conclusion, si l'utérus artificiel est pour demain, à ce moment-là, la fabrication des gamètes et des ovocytes en particulier, à partir de cellules souches adultes, le sera aussi, et donc il sera devenu inutile d'effectuer la cryoconservation. Et je voulais dire aussi qu'on peut imaginer que le progrès scientifique n'altérera pas la capacité des humains à faire la part entre l'inventif et le transgressif, et conduira à garder ce qui confère de l'humanité à l'engendrement. Je vous remercie.